Aujourd'hui, on va accueillir Eric Blaise, dit Erwick, que vous avez déjà dû voir certainement sur Twitter ou sur beaucoup de Discord, pour qui nous présente son jeu de rôle Étoile. Pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi. C'est quoi ton parcours dans le JDR? Oui, donc moi je m'appelle Eric, j'ai la trentaine bien tassée, et j'ai découvert le jeu de rôle au début des années 2000 grâce à un club jeu de rôle dans mon lycée. Du coup, c'est une camarade de classe du lycée qui m'a dit: tiens, tu sais pas quoi faire le midi, il y a un club jeu de rôle, on vit des aventures, c'est super cool. J'étais déjà plus ou moins dans les comics et tout ce qui va être un peu imaginaire, Seigneur des Anneaux, livre dont vous êtes le héros, tout ça. Donc elle m'a vendu le truc en disant: voilà, tu crées un personnage, tu vas vivre des aventures, ça va être génial. J'y suis allé. Premier personnage, je suis mort lors de ma première session comme une merde parce que je savais que je connaissais pas l'univers, et puis le MJ n'était pas forcément des plus sympathiques, on va dire. Je jouais un très merde, un vampire, et puis j'ai voulu me nourrir sur un loup parce que j'avais plus de sang, pas de bol, c'était un loup-garou, je suis mort. Ah, t'as commencé sur Vampire déjà. Ouais, mon premier jeu c'était Vampire l'âge des ténèbres, et du coup voilà, et je suis mort comme une merde, ça a bien fait rire mes camarades de jeu. Mais ça m'a pas dégoûté, donc je suis revenu tous les midis pendant la semaine au lycée. Et puis comme mon IUT, après j'ai fait un IUT réseau de communication, comme il était pas très loin du lycée, je revenais les midis au club jeu de rôle du lycée. Jusqu'à mes 21, 22 ans, je continuais de traîner au lycée, ça faisait un peu le mec louche, mais je venais pour faire du jeu de rôle. Et donc voilà, j'ai joué pendant des années. Les gens qui géraient le club, c'était des gens de classe prépa qui ont fini par avoir leur concours, donc je suis devenu MJ par la force des choses parce que j'avais pas le choix, et j'ai continué à jouer à du jeu de rôle pendant des années. J'ai fait l'UT, la licence pro, j'ai fait une petite pause parce que j'avais pas trop de joueurs à l'époque quand je suis arrivé sur Toulouse, donc j'ai moins joué. Puis après, je suis revenu en Bourgogne, école d'ingénieur privé, j'ai continué, j'ai toujours fait du jeu de rôle depuis là, et j'ai commencé à écrire mes propres jeux, quoi. D'abord un truc de super-héros que j'arrive pas à finir, puis d'autres, puis Étoile. D'accord. Et j'anime une chaîne YouTube aussi, faut pas que j'oublie de faire mon autopromotion, mais ouais. Mais oui, j'allais y venir. En 2015, je me suis dit: tiens, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle sur YouTube. Les débutants, comment ils vont faire? Oh là là, c'est compliqué le jeu de rôle. Je vais faire des vidéos pédagogiques et je vais expliquer aux gens. Et puis j'ai lancé ça. Et puis j'essaye depuis d'expliquer des trucs sur le jeu de rôle, sur c'est quoi le roleplay, c'est quoi le jeu de rôle, j'essaie de poser des définitions, d'expliquer, en tout cas de mon point de vue, comment ça se passe autour d'une table. Et puis essayer des fois de donner des conseils par rapport à moi, mes quelques années d'expérience. Voilà, il y a des trucs que j'ai fait qui étaient plus ou moins bien, et je les partage, et puis en espérant que soit ça donne l'envie aux gens de faire comme moi, soit ça donne l'envie au moins aux gens de découvrir d'autres manières de faire et puis de se mettre au jeu de rôle, quoi. Un de mes grands rêves dans la vie, ce serait que le jeu de rôle devienne un loisir mainstream, comme le jeu vidéo, comme la bande dessinée, comme le cinéma, mais qu'un jour tout le monde fasse du jeu de rôle, parce qu'aujourd'hui tout le monde joue au jeu vidéo, que ce soit les vieux, les jeunes, tout le monde fait du jeu vidéo, même si c'est du jeu sur mobile, même si c'est Candy Crush. C'est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui a jamais eu d'expérience de jeu vidéo. C'est même des personnes d'une autre génération, elles ont au moins essayé un petit truc sur mobile, où elles ont vu quelqu'un jouer. Tout le monde a au moins une expérience, même indirecte, du jeu vidéo. Et pour le jeu de rôle, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui savent plus ou moins ce que c'est parce que je leur en parle, machin, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont jamais essayé le jeu de rôle. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais bien que ce soit, pourquoi pas, qu'il y ait des écoles de jeux de rôle. Il y a des écoles de jeux vidéo, des écoles de game design, des écoles de cinéma. Imaginons un futur, malheureusement, que je vois assez lointain, mais un truc génial, ce serait d'avoir des écoles de jeux de rôle. D'écriture de scénarios, de règles, Avec un peu de game design, un peu d'écriture de scénario, avec pourquoi pas des options littéraires pour ceux qui aiment bien écrire des nouvelles et des romans autour de leur jeu. Mais voilà, quoi, avoir vraiment un loisir qui serait massif. Et l'écriture, comment ça t'est venu? Ouais, l'écriture, en fait, ça m'est venu par frustration et par envie d'avoir un jeu qui me corresponde. Et moi, la plupart des jeux que je crée, c'est soit pour participer à des jams, à des défis de création, à des concours, voire même des fois à des jeux entre collègues de jeux de rôle. Sur des Discord, des fois on dit: tiens, si on faisait tel type de jeu, bah tiens, on va essayer, machin. Et soit je fais pour ça, je pars pur plaisir de la création, quoi. Les jams, c'est pendant un mois, je vais travailler sur un jeu, mais sans, voilà, j'ai aucune ambition, j'ai aucun besoin de quoi que ce soit, juste m'amuser à créer, puis à échanger surtout avec les autres qui créent en même temps que moi. Soit ça va être pour créer pour remplir un besoin, et pour arrêter une certaine frustration de ma part.
Moi, j'aimerais bien avoir tous les jeux idéaux pour jouer à tout ce que je veux, faire du super-héros, faire du machin, Et parfois, dans les jeux du commerce, je trouve pas ce qui me va et du coup, bah, je suis obligé. Personne ne me met non plus un pistolet sur la tempe et puis me dit crée-le ton jeu Stargate. Mais voilà, ça me donne l'envie de faire un jeu qui, moi, va me correspondre pour jouer dans tel ou tel univers ou de telle ou telle manière. Et donc, Étoile, univers Stargate, totalement. Ouais, totalement. Bon, dans le livre, il n'y a pas du tout l'univers Stargate parce que j'ai pas envie que MGM me tombe dessus avec des avocats et des flingues et des bombes et qu'elle me fasse sauter. Mais si on prend ouais, c'est quand même relativement ressemblant. Mm-hmm. Mais ouais, c'est le principe, quoi. Tu fais partie d'un programme militaire, mi-militaire, mi-civil. Tu as une porte des étoiles qui te permet d'aller n'importe où dans la galaxie. Et puis tu explores des nouvelles planètes, tu trouves des nouvelles civilisations, tu fais de la diplomatie, tu tapes sur des grands méchants parasites qui se prennent pour des dieux. Et d'où t'es venue cette frustration de ce jeu, en fait? Parce qu'il me semble qu'il y avait un jeu qui a été édité en 2013. Il y a un jeu officiel qui 2013, ça commence à faire un peu vieux. Et il y en a un qui est sorti cette année sur la base de D&D, 5e édition. Oui, bah c'est de sa faute à lui. C'est celui-là qui m'a obligé à faire mon jeu parce que il y a eu un financement participatif l'année dernière, à peu près aux alentours de novembre. Oui, octobre 2020, ouais. Octobre 2020, à l'approche de la Cyberconf 2.0, et ça m'a frustré parce que j'aime bien Donjons et Dragons 5, mais pour moi, c'est assez loin de l'idée que je me fais de l'univers Stargate. Les classes, les niveaux, puis le combat tactique, il y a pas mal de choses qui existent dans Donjons et Dragons 5 et qui, pour moi, ne collaient pas à l'idée que je me fais de la série que j'aime. Et du coup, je me suis dit, ça n'a pas bien marché. J'ai quand même pledgé parce que c'est du Stargate, donc forcément, j'ai fait chauffer ma carte bleue pour la version PDF. Mais je me suis dit, moi, je pense quand même que le système, c'est important, que chaque système, il doit être adapté à l'univers et que par rapport au système que tu as, par rapport aux règles, tout ça, ça va provoquer une expérience de jeu différente. Et Donjons et Dragons 5, j'y croyais moyen. Je me suis dit, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Je vais faire ma version à moi, puis on verra bien. Si ça se trouve, quand la vraie version sortira, bah, j'aurai la vraie version, puis ma version, elle sortira pas, c'est pas grave. Et en plus de ça, il y avait une jam aussi pour la Cyberconf 2.0, et le thème c'était voyage. Voyage, porte des étoiles. Parfait. C'est bon, j'ai en plus, voilà, je vais pouvoir participer à une jam, et ça va me donner une motivation supplémentaire, parce que ce que j'aime beaucoup avec les jams et des créations de concours, c'est que pendant le temps de la jam, tout le monde va discuter. Tu vas montrer, tiens, j'ai fait ma fiche de perso d'étoiles, ça ressemble à ça, vous en pensez quoi? Tiens, moi j'ai fait ma fiche de perso, vous en pensez quoi? Tiens, moi je vais faire ça, ça commence à ressembler à ça, qui c'est qui joue, tiens, moi je vais faire un playtest, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et pendant toutes les jams, il y a tous les gens en fait qui vont créer en même temps, vont échanger, discuter, et ça et faire évoluer. Ouais, ça permet d'avoir des retours, ça permet de faire des tests, et puis même discuter, avoir un objectif entre guillemets commun, c'est une motivation énorme. Quand tu crées tout seul dans ton coin, au bout il y a des moments, Super Six, j'ai plus envie. Soit parce qu'il y a déjà d'autres jeux de super-héros, soit parce que t'es lassé et pas motivé. Ouais. Je suis lassé, pas motivé, puis aussi parce que Étoile, je le trouve tellement mieux. c'est moche de dire ça d'un ancien jeu, mais peut-être parce qu'il est plus récent, ou peut-être parce que il est plus simple aussi, je sais pas. Peut-être parce que tu as aussi toi évolué sur l'écriture du jeu et sur le système par rapport à... Et puis sur mes préférences aussi. Je joue pas tout à fait de la même manière maintenant qu'en 2015, donc il y a des choses aussi dans ma manière d'apprendre des jeux, dans ce que j'aime, qui ont changé. Depuis le prochain, ce sera encore mieux. Je sais pas s'il y aura un vrai prochain. Je vais continuer de créer pour des jams, mais pour l'instant, j'ai pas de truc qui fait que j'ai envie de créer un nouveau jeu. Donc là, il y a une jam en anglais pour créer un jeu en une page, donc je vais le faire parce que c'est rigolo. Puis un jeu en une page, ça devrait pas me demander trop d'énergie ni trop de temps. C'est toujours bien de créer des jeux. Moi, ça m'amuse toujours autant de créer des jeux. Donc, de toute façon, pour la beauté du geste, on va dire, je continuerai de créer des jeux, mais j'ai pas d'envie particulière ou de besoin de créer un nouveau jeu après Étoile. Et Étoile, j'aimerais bien le traduire en anglais parce que comme c'est un peu américain, Stargate, américain-canadien, ce serait bien que le jeu existe en anglais. Mais ouais, il y a ce jeu-là qui est sorti, j'ai participé au financement participatif, je me suis dit que j'allais faire ma version, et puis d'ailleurs, le PDF final est arrivé il y a pas longtemps. Là. Mais j'ai vu qu'il était disponible. Donc, du coup, tu peux pas comparer encore Enfin, t'as pas testé le jeu, quoi. Non, et puis j'ai pas forcément prévu de le tester. Il y a beaucoup trop de... Il y a beaucoup trop de règles, c'est beaucoup trop compliqué. Pour prendre un exemple tout con, mais pour tout ce qui va être équipement et tout, t'as plein de caracs, t'as toute une partie catalogue avec plein d'équipements différents, avec des caracs vraiment spécifiques pour chaque équipement.
Moi, j'ai piqué le Dead Risk de Macchiato Monster. Mon équipement, il est géré, c'est peanut l'équipement, quoi. C'est juste, t'as un certain dé qui va diminuer avec le temps en fonction des utilisations, et t'as une valeur de dommage quand c'est une arme, point, tu vois. Moi, avec les années, j'aime les jeux simples, les Macchiato Monster, j'aime des jeux qui vont faire une quarantaine, une cinquantaine, une centaine de pages grand max, et qui vont aller à l'essentiel, où il y a peu de fluff, peu de lore, où il y a peu de règles, et où vraiment, voilà, un personnage, ça se crée en 10 minutes, un Si on quart d'heure. s'amuse. Voilà, c'est ça. Moi, c'est tu prends, tu jettes presque. Voilà, tu prends ton jeu, tu le lis en 1 heure, allez 2 heures si t'es pas un lecteur très rapide, et puis 1 heure plus tard, tout le monde a créé son personnage, et puis on est en train de s'amuser, on est en train de lancer les dés, et ça fait piou dans l'espace, et voilà. Pendant l'écriture du jeu, t'as eu des difficultés particulières ou justement le fait que ce soit une jam, ça t'a beaucoup aidé pour... Une fois, c'est passé tout seul. D'habitude, je galère. Il y a des trucs où je galère pendant 107 ans. Super Steel, j'avance pas aussi parce que je galère énormément sur tout ce qui va être lore, en fait. Lore, fluff, univers, background, c'est pas quelque chose que moi, ça m'attire particulièrement, et j'ai vraiment du mal à l'écrire. Et pourquoi tu t'associerais pas avec quelqu'un qui justement serait plus prolifique de ce côté-là C'est une bonne question. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui a envie d'écrire que de l'univers. Parce que je pense qu'il y en a qui sont très doués pour ce genre de choses, mais qui après, au niveau des règles ou du système, ça coince déjà un peu plus. Donc ça pourrait être une belle association, en fait. Ouais, il faudrait que je trouve quelqu'un qui adore écrire de l'univers de super-héros original, et puis moi, comme ça, je pose juste mes règles dessus. Ce serait cool, mais j'ai pas encore des masses cherchées. Étoile, j'ai trouvé une bricole, on va dire, une triche pour avoir l'univers sans avoir l'univers. C'est-à-dire ? Je donne des conseils pour créer ton univers de Stargate, en fait. Au lieu d'avoir un véritable univers avec je sais pas moi, 20 pages sur Porte des Étoiles, sur quand est-ce qu'il a été créé, sur pourquoi il a été créé, je dis, voilà, il y a un programme qui exploite la porte. À vous de décider quand est-ce qu'il a été créé, qui c'est qui le commande, je pose des questions de machin, et j'essaye comme ça, au fur et à mesure des pages de l'ouvrage, de donner des clés à n'importe qui pour créer son propre Stargate, entre guillemets. Par exemple, voilà, il y a des faux dieux. L'ennemi principal, c'est des faux dieux, c'est des parasites qui se font passer pour des dieux. À quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est plutôt insectoïde ? Est-ce que c'est plutôt des vers ? Pourquoi ils se font passer pour quel dieu ? Inspirez-vous d'une mythologie. Moi, j'ai donné un exemple avec ce que j'appelle les Olympiens. Moi, je m'inspire de la mythologie grecque plutôt que de la mythologie égyptienne pour pas copier Stargate. Mais voilà, j'essaie de donner des clés pour que, en lisant le livre, le MJ ou la MJ puisse rapidement se dire, bon bah voilà, il me faut des faux dieux, bah voilà, j'ai créé mes faux dieux, ou alors je prends les Olympiens qui sont marqués dans le livre. Il faut en prendre une Porte des Étoiles, bah voilà, je vais l'appeler comme ça, la Porte des Étoiles, je vais l'appeler comme ceci. Et pareil pour les planètes, j'ai quelques petites tables aléatoires, elles sont pas énormes, mais ça permet d'avoir des idées de planètes, des idées de civilisation, et puis comme ça permet d'avoir un univers mais qui va transparaître au fur et à mesure des conseils, plutôt qu'un véritable univers fouillé ou encyclopédique où j'explique, voilà, il y a telle galaxie, dans chaque galaxie il se passe ça, non, ça je fais pas. Et ça permet aussi peut-être de créer l'univers peut-être aussi avec les joueurs. Parce que du coup, ça permet, en plus du MJ, aussi aux joueurs de s'approprier l'univers et d'être peut-être plus à l'aise, même s'ils ne connaissent pas forcément du Stargate SG1 ou les autres licences. Ouais, c'est une excellente idée. Si jamais c'est pas écrit, il faudra que je le rajoute peut-être. Cool. Du coup, je te rajouterai dans la liste des inspirations et des aides. Mais ouais. Mais je sais, j'y ai pensé. Ça, je sais que c'est quelque chose. Moi, j'aime bien tout ce qui est autorité partagée. C'est quelque chose à laquelle je pense, mais je sais pas si je l'ai formalisé dans le livre ou pas. Parce qu'entre le jeu que moi je fais jouer et les trucs, et puis ce qui est vraiment dans le livre final officiel que tu retrouves sur Itch.io, il n'y a pas forcément. J'ai essayé de tout mettre, mais c'est possible qu'il y ait des trucs qui soient du Eric dans le texte, quoi. Des trucs que moi je fais et que j'ai pas forcément réussi à transmettre. J'ai des types de MJ, j'ai des types de ceci, cela, donc des fois. Il peut manquer des trucs, mais je fais le service après-vente. Il y a des commentaires, des machins, donc éventuellement, s'il y a un truc qui... Donc tu es gourmand de retours qu'on peut te faire sur le jeu. Ouais, ça fait toujours plaisir, des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs. Tant que c'est constructif. Ouais, déjà savoir que ton jeu, il est joué, déjà, c'est plaisant. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour Étoile en me disant, oui, il y a un problème avec les armures. Bah, ça fait plaisir. Bah, déjà, je suis content parce qu'il y a joué. Et qu'il a pris assez le temps de s'intéresser au jeu pour remarquer qu'il y a des soucis quelque part et que ça peut être amélioré. C'était un gros souci. Hein. C'était juste que pendant la phase de playtest, j'avais changé le système d'armure et le système de dégâts. Dans le livre, j'avais refait le système de dégâts, mais pas le système d'armure.
Donc techniquement, vu que les dégâts changent complètement comment ça marche, mais pas les armures, il y avait un souci. Le mec il est venu me dire ouais, je comprends pas pour les armures là, c'est un peu pété ton truc quand même parce que mes joueurs ils avaient des armures et j'avais beau mettre plein d'armes super puissantes, ça y butait jamais. Il y en a juste un qui a été blessé, c'est chaud quand même. Ça a marché toi dans tes parties? Attends, je vérifie. Ah ouais, non, ça peut pas marcher. Okay. J'avais simplifié un peu le système et du coup, c'était plus compatible. Il a fallu retravailler ça alors. D'ailleurs, c'est triste parce que tous ceux qui l'ont récupéré dans le bundle de la Cyberconf, ça n'a pas été mis à jour. Et j'ai pas les moyens de contacter ces gens-là pour leur dire là, je profite de ta grosse renommée pour dire éventuellement, si jamais vous aviez récupéré Étoile dans le bundle de la Cyberconf 2.0, allez sur rich.io pour récupérer la version mise à jour parce que chaque fois qu'on me fait des retours, là, normalement, j'espère, je croise les doigts qu'il n'y en aura plus parce que depuis le temps, tout ce qui devait être corrigé va être corrigé, mais voilà, il y avait aussi une petite coquille dans les tables aléatoires, rien de bloquant, mais voilà, au fur et à mesure que moi j'ai des retours, je corrige et je mets à jour le PDF. Donc c'est important pour ça aussi les retours. Puis surtout, en tant qu'auteur, ça flatte l'ego et puis ça fait du bien, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que quelqu'un s'est amusé avec ton jeu. Moi, le jeu, je l'ai créé, il marche bien à mes tables. J'ai fait plusieurs parties, dont j'ai certains comptes rendus sur mon blog, j'en ai fait à Draconis, j'en ai fait à la Cyberconf, je me suis amusé à chaque fois. À Draconis, c'était un peu plus laborieux, moi je me suis amusé, mes joueurs un peu moins, il y a eu certains retours un peu plus mitigés. Surtout sur des titres de MJ en fait. Moi je fais des parties en 2 heures et je vais à fond quoi. En 2 heures t'as pas le temps de faire du roleplay, t'as pas le temps de les émotions de mon personnage, j'aurais tellement aimé parler plus des émotions de mon personnage. Non, il y a une mission, vous êtes sur Petit machin, il y a tel artefact à récupérer, on récupère l'artefact. Effectivement. Ok, on n'a pas le time. Ouais, du coup les parties de convention en 2 heures. J'ai eu plusieurs retours comme quoi ils auraient préféré 3-4 heures et puis pouvoir faire plus de roleplay, pouvoir plus discuter entre PJ et pouvoir prendre le temps de se poser un peu là où moi je suis en mode c'est moi, je suis l'auteur et j'ai un plan à dérouler et puis il faut que voilà, en 2 heures vous avez fait la création de personnage, vous avez fait la mission, il y a eu de la bagarre, il y a eu de l'exploration, il y a eu du grand méchant et puis petit briefing et puis moi je vais me coucher. Moi j'aime bien avoir une partie qui va à l'essentiel et c'est vrai que il y aura effectivement moins de place pour l'introspection à mes tables. Ça va faire tu partout et puis voilà, ça va être... c'est aussi un jeu plus action que... En tout cas, moi, je l'ai créé comme ça. Après le jeu est suffisamment minimaliste au niveau des règles et puis s'il y a beaucoup de traits libres, il y a que 2 caractères pour que ça n'empêche pas quelqu'un de faire de l'introspection. Si jamais tu veux jouer le pauvre colonel O'Neill, son fils s'est tué avec son arme de service, c'est pas vraiment un spoil, c'est au tout début de la première saison, donc ça devrait aller. Si tu veux jouer la partie où effectivement il se pose des questions parce que c'est de sa faute que son fils est mort et que pendant tout le scénario il va bader, se poser des questions, puis quand il va y avoir d'autres enfants dans la civilisation, ça va le remettre en contexte machin, tu peux aussi, rien ne l'empêche et voire même ça favorisait plutôt pas mal parce que comme il n'y a pas beaucoup de mécanique, pas beaucoup de stratégie ou quoi que ce soit, tu pourrais avoir la place si tu le veux pour l'introspection, pour de la réflexion, pour du roleplay. Sans aller jusqu'à l'introspection, à faire du RP, c'est quand ça justement qu'on justifie certaines actions. Pourquoi tel perso va agir comme ça sur une action donnée. C'est super important. Il faudrait que je prenne le temps de le faire plus parce que c'est vrai que c'est agréable. Et puis un truc qui manque aussi dans ces parties ultra rapides de test, c'est du vrai lien entre les personnages. C'est ça. Comme on joue super rapidement, on n'a pas le temps de faire cette phase un petit peu. Les personnages ils se connaissent en général, une équipe SG, et puis c'est un peu pareil pour les équipes dans l'étoile. C'est pas forcément, soit c'est leur première mission ensemble. Moi, c'était le mode que je faisais pour mes parties test, donc ils se connaissent pas beaucoup, machin. Mais je leur laisse même pas le temps de discuter un petit peu avant la mission. Tiens, si on allait au mess des officiers boire un coup, on prend un café, puis on discute. Tu vois, c'est ta première mission, t'as fait tes classes ou machin. On pourrait. Ça pourrait même être sympa. Voire même, on pourrait créer des liens entre les personnages comme un peu même avant, jeu par l'Apocalypse, voilà. avant pour dire, bah voilà, tiens, il y a un des personnages qui t'a sauvé la vie lors d'une mission. C'était qui, pourquoi, comment, allez hop, on pourrait. Ça, je pense que sur des parties courtes, justement, c'est super important parce que pour l'avoir vécu, en fait, tu te sens seul dans ta partie quand tu es avec des gens que tu connais pas et qu'en plus des persos que tu connais pas non plus, en plus des joueurs. Et du coup, oui, tu te focuses sur l'objectif. Et au moins, quand tu as des liens avec les autres, tu interagis plus. Et pour moi, c'est plus ça du roleplay, en fait. Ouais, c'est vachement important. C'est juste que, en général, quand je fais des parties de convention, j'ai mon format relativement étriqué et j'ai pas forcément la place de tout mettre. Ils en ont fait un petit peu quand même du roleplay, mais c'est vrai qu'entre eux, moi,
C'est compliqué quand justement tu connais ni les joueurs ni les personnages entre eux. Donc, ce qui peut être vraiment sympa, je pense, c'est que si pour tes parties courtes de convention, de bien mettre à plat des liens entre les personnages pour qu'ils puissent interagir plus facilement et que si à un moment il y en a un qui doit se sacrifier pour sauver l'autre, il y va quoi. Alors que s'ils se connaissent pas, c'est un truc qui se passera jamais quoi. Non, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse plus, ouais. Surtout qu'en général, je crée aussi les persos pendant la partie. Donc j'ai pas cette fameuse session 0 qui pourrait m'aider à mettre en place tout un tas de trucs, puisque dans les 2 heures, il y a aussi la création de personnages, l'explication du jeu, il y a tout en fait. C'est vraiment un format moi, que j'ai mis en place à la base pour Super Cheat, puis je fais à peu près la même chose pour Étoile. C'est un format que j'ai essayé de caler pour l'initiation au jeu, quoi. Peut-être que si c'est pour l'initiation, tu peux faire des pré-tirés où il y a déjà des liens entre eux et ils s'adaptent sur ça en fait. Déjà, tu gagnerais du temps. Ouais, je pourrais. C'est un truc à réfléchir. C'est juste pour faire découvrir le jeu. Je pense que des pré-tirés, c'est pas si mal. Qu'ils aient déjà chacun leur lien. Et en plus, ça te permettrait de voir d'une partie sur l'autre comment les gens ils interprètent et jouent les choses. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'avec les mêmes persos, mais pas les mêmes joueurs, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux nous parler un peu du système de jeu, justement? Chacun de vos personnages va être défini par 2 caractéristiques. Je suis parti du principe que dans cet univers-là, chaque membre du programme est soit un soldat, soit un scientifique, soit un mélange des deux. Et du coup, ces 2 caractères-là sont un peu pour montrer la dualité de votre personnage. S'il est plutôt un militaire, quelqu'un qui va aimer les ordres, qui est formé à faire la guerre, soit c'est un scientifique, quelqu'un qui va aimer la science, qui va faire des recherches, des découvertes, et qui va réparer des trucs de technologie extraterrestre, tout ça, bref, un scientifique. Et du coup, ces 2 caractères-là vont faire 20 à toutes les 2. Genre, si t'as 5 en scientifique, t'es vraiment pas doué pour les sciences, tu connais rien, tu comprends rien, mais t'as 15 en soldat. Donc t'es un très bon soldat, très bien entraîné, et un excellent militaire et combattant. À l'inverse, si t'as 5 en soldat, t'es vraiment pas fait pour la guerre. Mais à l'inverse, t'as 15 en scientifique, t'as un prix Nobel, t'as fait des très longues études. Et voilà, en créant son personnage, on va pouvoir mettre 5, 15, 10, 10, 12, machin. À chaque fois, il faut que ça fasse 20, le minimum c'est 5. Et ça permet déjà d'avoir une certaine vision du personnage, sur ce qu'il aime et sur ce qu'il sait faire. Parce que c'est ce qu'il sait faire, mais c'est aussi ce qu'il aime. En tout cas, il est pas bon là-dedans. Après, il peut aimer ça. Tu peux très bien avoir quelqu'un qui a 15 ans scientifique, 5 ans militaire, qui dit « Ouais, moi j'aime bien taper les gens, mais ça va marcher vachement moins bien. » Et ensuite, il y a des traits libres qui vont pouvoir permettre de le définir plus précisément. Il y a 3 descripteurs, des qualités en fait, ou des affectations de ton personnage. Genre, il est grand, il est beau, il est fort. Ou c'est des traits libres, donc tu peux mettre vraiment ce que tu veux en fait. C'est des trucs positifs pour ton personnage. Ça peut être aussi des anciennes affectations. Par exemple, si tu es un ancien pilote de l'Air Force, ça va être un des descripteurs. Je suis ancien pilote de l'Air Force. Ça va te donner un avantage supplémentaire dans la mécanique, dans la fiction, quand tu vas devoir piloter quoi que ce soit, parce que tu es un ancien pilote de l'Air Force. Tu peux imaginer tout et n'importe quoi. Dans le livre, il y a plein d'exemples, mais c'est libre, quoi. Ça peut être un métier, ça peut être une passion. Ça peut être une passion. À un moment, il y en avait un, c'était un de ses descripteurs, c'était que c'était un survivaliste. Comme Bear Grylls ou machin, Wild Nature versus l'homme, c'était un surréaliste, il aimait faire des traites dans la forêt et puis combattre les oursins manus, enfin bref, c'était un surréaliste, voilà, ça va lui donner des avantages dans des situations où c'est avec la nature, où c'est faire un camp ou machin, parce qu'il a ce descripteur-là. Donc tu choisis ces 3 trucs positifs, là, les descripteurs, et il y a le défaut, qui est pareil, t'en choisis qu'un, mais c'est négatif. Pacifiste, ça pourrait être un défaut, par exemple, ou ça pourrait être un descripteur. Si tu le choisis en descripteur, c'est en mode oui, mais moi je suis pacifiste, donc je vais être plus doué pour faire de la diplomatie, pour calmer les tensions. Je vais pouvoir calmer. J'aime pas la guerre, du coup, je vais pouvoir, dans des situations où il faut éviter qu'il y ait du conflit, je vais pouvoir être meilleur. Et à l'inverse, si jamais tu le choisis en tant que défaut, ça va être ok, là, il y a des gens qui tirent dessus, moi je vais pas riposter, quoi. Comme tu es pacifiste, tu vas avoir un inconvénient pour riposter parce que effectivement ton personnage il aime pas la violence. Il arbore ça, et du coup, il va être moins apte à... Ou même qui peut aller à l'encontre, vu que c'est pas forcément un militaire ou autre, à l'encontre des ordres. C'est ça. Parce que ça te donne un avantage mécanique ou un désavantage mécanique, mais c'est aussi, surtout, un trait de caractère de ton personnage ou un trait de son passé ou quelque chose qui va le caractériser. Donc forcément, ça va jouer sur ton roleplay. Si jamais tu choisis pacifiste, que ce soit en descripteur ou en défaut, tu vas jouer un pacifiste.
au contraire, tu as choisi tête brûlée ou têtu ou j'en sais rien, moi, n'importe quoi, c'est vraiment complètement libre, bah, ça va forcément impacter la manière que tu vas avoir de jouer ton personnage. Et logiquement, Ok. avec ces 4 traits libres-là et les caractères, normalement, tu as un personnage qui est à peu près typé, et voilà, on a déjà une bonne vision de ce qu'il sait faire, comment il fait. Et ensuite, ça joue avec un D20 et on doit juste faire en dessous de la carac associée. Sachant que pour les actions, on va dire, qui sont ni des actions militaires ni des actions scientifiques, c'est au choix du joueur ou de la joueuse. Par exemple, je sais pas moi, des trucs, tout ce qui va être réparé ou faire la guerre, ça va être militaire. Mais par exemple, négocier. Négocier, techniquement, à moins que ce soit un conseil de guerre Jaffa, négocier, c'est pas forcément un truc de militaire. Les militaires, ils ont appris à négocier, mais les scientifiques, ils ont une certaine empathie, peuvent négocier aussi. Du coup, il va y avoir comme ça pas mal d'actions qui vont être au choix libre de la personne qui incarne le personnage. Ok, D'accord. tu veux négocier, bah dis-moi pourquoi tu négocies avec le scientifique. Bah, parce que je leur parle de manière rationnelle, parce que voilà, tu t'expliques comment tu le fais, et puis ça sera scientifique. Et est-ce que les traits des personnages peuvent donner des bonus pour ce genre de jet ou... Oui, c'est ce que je disais, j'ai pas précisé l'avantage mécanique, mais en gros, quand tu as un trait qui s'applique, tu lances 2d20 et tu gardes le meilleur. Quand tu as un des descripteurs qui D'accord. s'applique, tu lances 2d20 et tu gardes le meilleur, donc tu as beaucoup plus de chances de réussir. Et à l'inverse, quand c'est le défaut, bah, tu lances 2d20 et tu gardes le plus mauvais. Ça, c'est pour les caracs, et pour l'équipement, bah, c'est un truc que j'ai appliqué à Maquette Monster. Chaque équipement qui a une durée de vie limitée. Genre un flingue, parce qu'il y a un certain nombre de munitions, ou une lance Jaffa, ou un vaisseau, parce qu'il y a une certaine batterie, au bout d'un moment, ton vaisseau, bah, il peut plus marcher. Va avoir ce qu'on appelle un dé de risque. C'est des dés à 12 faces, 8 faces, 6 faces, 4 faces. Chaque fois que tu vas utiliser ton équipement, tu vas lancer ton dé de risque. Si tu fais 1, 2, 3, il descend d'un niveau. Ton D12, il passe à D8, ton D8, il passe à D6, et ton D6 passe à D4. Et si tu fais 1, 2 ou 3 sur ton D4, il n'y a plus de dé de risque, ton équipement, il est fini. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de munitions, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de... Tout ce que tu veux, en fait. Ton équipement, il n'est plus utilisable. Ça, c'est un truc que j'ai appliqué à Maquette Monster et que je trouve marche vachement bien pour ne pas faire des comptes d'apothicaire. Vous avez vos P90, vous êtes des membres de l'équipe SG, bah, tant que vous ne faites pas trop souvent 1, 2, 3 sur votre D8, bah, vous continuez à se mater, puis à un moment dans le scénario, bah, il n'y a plus. Si les joueurs me disent oui, bah, on part avec plein de munitions de rechange, bah, vous allez avoir peut-être un D6 en plus, ou alors un deuxième D8, il n'y a pas de souci. Ça peut éventuellement remonter, mais voilà, ça permet de gérer tout ce qui va être munitions, énergie, de tout ce qui va être appareil, en fait. Pareil, tout ce qui va être détecteur, générateur Nakoda, tous ces trucs qui peuvent éventuellement arrêter de fonctionner. Ça permet, moi, côté MJ, puis les MJ qui feront jouer le jeu, de ne pas faire des comptes. Tu ne comptes pas les munitions, tu ne comptes pas les batteries, tu ne comptes rien. C'est juste, tu as le dé de risque. Et en plus, moi, ça rajoute un côté amusant de l'aléatoire. Moi, j'ai vu des joueurs un peu pas chanceux, ou des joueurs plus chanceux, et c'est rigolo. Dans le premier scénario que j'avais fait pour ce jeu, ils doivent récupérer une scientifique et tout, qui a décidé de faire sécession, qui travaillait avant pour les grands méchants, et puis qui finalement veut rejoindre la Terre et puis les aider. Et ils vont la récupérer, mais en fait, c'est un piège et tout. Et puis ils s'enfuient, puis elle a fabriqué des sortes de jetpack, et tout le monde part en jetpack. Et ils lancent tous leur dé de risque. Et moi, c'est arrivé, c'est un petit dé de risque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie sur le jetpack, et moi, c'est arrivé que sur les 5 joueurs, il y en a 4 qui partent tranquillement, et puis il y a le 5e qui... Et c'est très drôle. C'est très, très drôle. Parce que ça provoque du jeu, puis ça provoque le bordel, parce que du coup, obligé d'attirer en catastrophe pour ce joueur-là, mais pas les autres. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en arrière, machin. Ah, pas de bol, c'était lui qui avait la scientifique. Enfin, c'était drôle. Et moi, j'aime bien, du coup, ce dégris. Donc voilà pour l'équipement, et là, t'as toutes les règles. Qu'est-ce que tu préfères dans ton jeu? Beaucoup, il y a plein de choses. Ce que je préfère dans mon jeu, bah, c'est les règles, parce que je suis assez fier, je trouve qu'elles tournent bien. Et au niveau des anecdotes, non, j'ai pas des masses d'anecdotes. Si, une anecdote, mais c'est pas très marrant comme anecdote, mais à la base, je voulais le vendre en format papier aussi sur lulu.com, ça les impressionne à la demande. Et en fait, quand j'ai sorti, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit ah bon, t'as pas les droits de Stargate et tout, tu vas te faire lyncher par MGM. Du coup, je l'imprime plus en papier, parce que voilà, j'ai eu tellement de retours de gens qui avaient peur pour moi que je me fasse traquer dans la gueule et que je me prenne des procès par milliers. Du coup, j'ai essayé de faire attention. Il n'y a vraiment rien de l'univers à l'intérieur. Il y a juste la porte que m'a fait Guillaume Janté, l'illustrateur, qui ressemble un petit peu, mais c'est vraiment voilà, c'est rond, et puis je veux dire, c'est rond, quoi. C'est un portail. Il n'y a pas de chevron, il n'y a pas du tout de quoi que ce soit. Moi, j'ai les chevrons sur celle que je me suis fait imprimer en 3D, mais voilà, que ça je vends pas. Et du coup, voilà, c'est une anecdote qui est pas très drôle, mais c'est important, voilà, tous ces droits d'auteur et tout. Du coup, j'ai eu suffisamment peur pour tout retirer de lulu.com. Moi, je me suis juste fait imprimer pour moi.
Puis je pense que quand il y aura à nouveau des conventions physiques, j'en imprimerai quelques exemplaires pour les gens. Puis moi, le PDF, je voulais le laisser à prix libre de toute façon. Parce que je pense que le jeu de rôle doit être accessible à tout le monde. Au moins la version PDF, tout le monde peut l'avoir gratuitement, c'est cool. Si vous donnez un peu d'argent, ça me permettra d'embourser plus vite les illustrations, c'est encore plus cool. Mais si vous prenez gratos, c'est très bien aussi. Oui, parce que tu as pris la peine en fait de faire illustrer par un illustrateur ton PDF. Pour illustrer. Il n'y a pas énormément d'illustrations parce que ça monte très vite les budgets d'illustration. Mais il y a 11 illustrations intérieures, plus la couverture et la 4e de couverture. C'était le maximum que je pouvais m'offrir comme budget sur un projet complètement perso. Je l'ai illustré aussi en mode où je vais pouvoir le vendre en papier avec une assez grosse marge. Parce que Lulu, ça coûte pas si cher à fabriquer. Donc même si je le vends 10 €, ça fait déjà 50% de marge, machin. Je me suis dit, je vais le vendre à 10-15 € sur Lulu. C'est à peu près les prix parce que c'est de la couleur, que c'est de la 5 et que ça fait une quarantaine de pages. Ça vaut à peu près 10 ou 15 € selon les créateurs. Et du coup, à force de faire des ventes, je vais pouvoir me rembourser l'illustration. Du coup, non. C'est mon projet perso, mais le jeu est cool. Itch.io, il fait des stats. Du coup, il y a eu 702 téléchargements du jeu. Par contre, le truc dommage, c'est que tu te dis pas, t'as le paiement total en fait. Je sais combien est-ce que les gens ont payé en tout, mais pas combien de personnes. Enfin, t'as pas un tableau avec tant de personnes ont mis tant. J'ai eu 13 personnes qui ont acheté le jeu. D'accord. Ok. Et il te faudrait combien de ventes en fait pour arriver dans tes frais? Oulala, trop. Parce que la couverture c'était 200 €. Et puis j'ai eu pour 150 € d'illustration intérieure. Plus 50 €, je me permets de faire un peu sa pub, mais Nicolas Folio, il fait plein de choses. Et il est entre autres graphiste. Il fait de la mise en page. Et moi, j'avais pas le budget pour une vraie mise en page par Nicolas Folio parce que c'est un professionnel et que ça coûtait trop cher. Par contre, il a proposé via une plateforme des accompagnements de projet en fait. Et pour 50 €, on a passé 1 heure ensemble. Il m'a montré Affinity Publisher, comment ça marchait, ce que c'était que le fonds perdu, les marges, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et du coup, en 1 heure d'accompagnement, ça m'a permis d'avoir une mise en page. Bon, elle est pas ouf, hein. Faudrait que ça aurait été mieux en justifié, où il y a pas mal de trucs que je pourrais peut-être revoir éventuellement, mais ça permet d'avoir quelque chose de propre. Mais j'ai pas l'énergie, mais je trouve que ça fait relativement propre, et puis ça m'a permis de découvrir le logiciel déjà, parce qu'il y a plein de trucs que je savais pas faire et que j'aurais pas pu, rien que le fond perdu, j'aurais jamais pu avoir ma version papier sans lui en fait. Le fond perdu, c'est un truc tout con, mais c'est en gros une partie du bouquin en plus. Je vais sans doute expliquer très mal parce que je suis pas un graphiste, mais c'est une partie du bouquin en plus pour permettre à l'imprimeur de découper ensuite ton livre. Et du coup, si jamais tu n'as pas ce fond perdu sur ta maquette et tu le remplis pas par des illustrations plein pop quand tu ouvres tes trucs, ça évite les décalages. Il va y avoir des décalages, il va y avoir du fond blanc. Il va y avoir du fond blanc partout là. Et ce qui permet de faire les impressions au bord des pages. C'est ça. Surtout que comme j'étais un gros génie, j'ai voulu faire l'impression au bord des pages. Parce que tu vois, au niveau des têtes de chapitre, j'ai fait un truc comme ça. Parce que moi, je me rappelais dans des vieux livres que j'avais lus que sur la tranche, tu savais à peu près quel chapitre t'étais. Et je trouvais ça vachement intelligent. C'est vachement chiant à faire. Ouais, et puis je compte pas les 10 ou 20 € de bons à tirer aussi. Parce que malgré que je savais que le fond perdu existait, il y avait du fond blanc sur certaines pages, machin, j'avais pas le bon senti. Enfin, j'ai 2-3 exemplaires collector un peu ratés. Parce que Lulu, à chaque fois que tu valides une nouvelle version, tu veux la mettre en vente, il faut l'imprimer. À l'époque où je voulais la mettre en vente, avant que je me rende compte que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Du coup, j'en ai aussi imprimé pas mal, mais voilà, je rentrerai probablement jamais dans mes frais. Mais ça va. En gros, si tu veux publier sur Lulu, t'as intérêt d'être super sûr de toi et de ton fichier, quoi. Ouais, faut être super sûr de toi et de ton fichier. Lulu, il te propose un aperçu, mais c'est pas forcément évident de voir avec l'aperçu tout ce qui va être fond perdu, tout ça, même s'ils ils ont une espèce de surimpression en bleu de où va être le fond perdu, moi j'ai du mal à voir. Sur la mise en page en tout cas, parce qu'après les soucis sur l'orthographe, sur les tables aléatoires, tout ça, c'est les gens qui me l'ont montré, moi j'ai pas vu. Mais... T'as fait relire combien de fois ton jeu? Je sais pas, moi j'ai fait relire à ma chérie plusieurs fois, à chaque fois que ça changeait, je lui faisais relire.
Et après, c'est surtout les retours des gens, en fait. La conduite sur les tableaux aléatoires, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Moi, j'avais pas vu. Puis ma chérie, elle l'a pas vu parce que c'est pas une rôliste. C'est pas une pratiquante de jeu de rôle. Donc, elle, que le chiffre, en fait, c'est un tableau, puis tu as un chiffre. Et moi, je dis qu'il faut lancer un D6 plus un D4 pour avoir la ligne dans le tableau. Parce que du coup, à un moment, j'ai un truc, tu peux pas l'avoir avec un D6 et un D4. Mais ça, ma chérie, elle peut absolument pas le savoir. Donc ça, c'est pas assez. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'espère, je croise les doigts encore une fois, mais normalement, il ne devrait plus y avoir trop de fautes. Voilà, donc n'hésitez pas à lui faire des retours si jamais. Vous contribuerez à améliorer Étoile. C'est ça, c'est un des avantages d'itch.io, c'est qu'on peut améliorer sans cesse le truc, quoi. C'est du PDF, mais je sais, en gros, il y a peut-être moyen de faire ça un peu plus propre, mais moi, à chaque fois que j'ai des modifications, je supprime le fichier PDF, je le mets à jour, et automatiquement, comme le projet il a été modifié, si jamais toi, sur Itch.io, tu as un compte Itch.io et que tu peux télécharger son compte Itch.io, mais si tu as bien créé ton compte Itch.io et que tu l'as ajouté à ta bibliothèque, tu reçois une notif comme quoi le fichier a été modifié. Pour dire le fichier a été modifié. Et du coup, tu peux récupérer toujours la dernière version à jour. C'est quand même vachement pratique. Ok. Et ça explique qu'est-ce qui a été changé dans le fichier pour. Non, par contre, le créateur, s'il fait les choses bien, mais moi, j'ai pas fait les choses bien, quand tu modifies le fichier, itch.io te propose de un faire commentaire. Ce qu'on appelle un dev blog, en fait. C'est plus qu'un commentaire, c'est carrément une sorte de mini post de blog où tu expliques ce qui a changé, quoi. Ok, comme les logs sur les logiciels, etc. C'est ça, c'est un devlog, donc c'est exactement la même chose. Est-ce que on va plus tarder à jouer maintenant, dans un futur proche, hein, voilà. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce que tu nous prépares ou comment que ça se passe? En fait, ce que j'aime faire en général, c'est faire de l'exploration de planètes. Tous les jours, il y a des nouvelles planètes qui doivent être explorées par les équipes du programme Port des Étoiles. Et du coup, le cadre va un peu changer. Ça va pas forcément être le briefing. En tout cas, le briefing va être régulièrement, souvent un peu le même machin, mais la planète est différente. Du coup, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais pas du tout de la même manière. D'accord. On va présenter votre équipe de personnages. Il va y avoir un briefing, machin. On va faire connaissance avec vos personnages, les liens qu'ils ont entre eux. Puis, vous allez aller explorer cette planète-là. Et ça va être la planète qui va changer. C'est un scénario que j'ai déjà fait assez de nombreuses fois, mais à chaque fois, c'est une planète différente, avec des civilisations différentes, des enjeux différents. Et il est même possible que pour le live, je teste de vous faire participer à la création de la dite planète. D'habitude, c'est moi qui la crée avec des tables aléatoires, soit de mon jeu, soit d'autres jeux. Là, ce que je vais essayer de faire pour le live, c'est de vous faire participer pour créer les différents enjeux, les menaces, les dangers, les antagonistes, la faune, la flore, enfin bref, voilà, avoir une planète qui sera la vôtre. Puis vous pourrez la nommer aussi tant qu'à faire, ça sera toujours ça que j'aurai de moins à faire. Et lors du briefing, on va décrire cette planète, et ensuite, lorsque le briefing sera terminé, que la générale va vous dire bon bah allez-y, go, et que vous allez traverser la porte des étoiles, et ben on va explorer cette fameuse planète. Et du coup, je vais te remercier pour ce moment passé ensemble. Pour l'invitation, pour le live, pour tout. Et on se retrouve dans quelques instants pour la partie live d'Étoile avec Olshad, Méric de JDR Compagnie et Cécile et moi-même. Voilà. Parce que j'ai envie de jouer. Faut pas déconner. T'as bien raison. À tout de suite. Et merci du coup pour cette première édition de Dis c'est quoi ton jeu ?